Une enquête est ouverte au CHU de Nantes. 3 patients traités pour des lymphomes sont décédés la semaine dernière. Les explications d'Anaïs Michaud. 5 personnes ont suivi ce même protocole de chimiothérapie intensive à Nantes. 3 d'entre elles sont décédées suite à une aggravation de leur fonction cardiaque. Un effet indésirable connu pour ce médicament, mais très rare. Pourtant, il s'agit d'un protocole classique, selon le ministère des Affaires sociales et de la Santé, même si le cyclophosphamide est le médicament de substitution du melphalan, généralement utilisé mais qui connaît des problèmes récurrents d'approvisionnement. Le traitement a bien entendu été suspendu pour les 2 autres patients, dont un est actuellement en réanimation. 2 inspections sont en cours, une diligentée par l'Agence du médicament, l'autre par l'Inspection générale des affaires sociales. L'agence du médicament, elle est sur un portage qui est celui de la toxicité des produits, donc une analyse de produits. L'IGAS se penchant sur les aspects de modalités d'organisation, les moyens, les conditions de réalisation des chimiothérapies elles-mêmes. Encore une fois, il y a d'autres causes qui peuvent être évoquées, qui sont des causes exogènes, notamment virales. Beaucoup de choses peuvent être envisagées. Aucun autre problème de ce type n'a été relevé ailleurs en France par le ministère. Les syndicats du CHU de Nantes, eux, rappellent que le service d'hématologie avait signalé des dysfonctionnements il y a 6 mois. Cette année, nous avons réuni un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc, il y a eu des problèmes d'effectifs et d'organisation. La justice s'est également saisie du dossier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire ce vendredi. Les premières conclusions des inspections sont attendues en fin de semaine prochaine. Ce dimanche, les sympathisants de droite votent pour le premier tour des primaires. Mode d'emploi avec Éric Egon. 196 bureaux de vote, plus de 1000 bénévoles sur le pont. Les primaires de la droite et du centre s'organisent. En Loire-Atlantique, on attend près de 40 000 votants, 2 millions pour l'ensemble de la France. Il suffit d'aller sur le site internet www.primaire2016.org, vous tapez votre commune, votre adresse et vous allez trouver le bureau de vote dans lequel vous devez aller voter. Vous vous présentez avec votre carte d'électeur et puis vous suivez le processus classique d'une élection, à une différence près, c'est que en arrivant au bureau de vote, vous allez signer la charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre, verser 2 €. Ensuite, vous prenez vos bulletins de vote, vous passez dans l'isoloir, vous votez, vous signez le cahier d'émargement. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de laisser ses coordonnées pour continuer à obtenir des informations dans le cadre de la primaire et ensuite de l'élection présidentielle. Et c'est fini. Grand vainqueur du dernier débat télévisé, François Fillon, local de l'étape et ancien président de la région, fait figure de favori en Pays de la Loire. Je pense qu'il y a un attachement des sympathisants et des militants à la personnalité de François Fillon, mais je pense que les autres candidats ont su aussi, en Loire-Atlantique, on l'a vu lorsque les différents candidats ou leurs représentants sont venus, fédérer autour d'eux. Et donc je pense que cette élection, elle est très ouverte. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h sur tout le département. Les premiers résultats devraient intervenir aux alentours de 22h. Pour sa 19e édition, le marché de Noël de Nantes sera une nouvelle fois implanté place du Commerce et place Royale. 120 chalets attendront les visiteurs. Des exposants venus en majorité du Grand Ouest. Décoration, gastronomie, accessoires, jouets, bijoux, de quoi mettre au pied du sapin. Et pour voir le Père Noël, il faudra d'ailleurs attendre le samedi 3 décembre. À partir de cette date, il sera présent pour des photos gratuites les mercredis et les week-ends, ainsi que la première semaine des vacances scolaires. Des animations musicales sont également prévues tous les vendredis, samedis et dimanches. Et si les chalets fermeront le 24 décembre, le manège restera ouvert, lui, jusqu'au 31. C'est un début de championnat difficile pour le SNUC Tennis de Nantes. Après une lourde défaite le week-end dernier, les tennismen vont devoir relever la tête ce samedi face à Nice à domicile. 2 mois et 5 matchs pour se maintenir. Promu la saison dernière en 2e division nationale et maintenu à l'issue de l'exercice, la tâche des tennismen du SNUC s'annonce un peu plus compliquée cette saison. La perte de Lucas Poulain, l'un de ses hommes forts, parti aux États-Unis, et une défaite inaugurale à Toulouse, 6-0 le week-end dernier, mettent l'équipe nantaise dans une position bien inconfortable et déjà au pied du mur face à Nice ce week-end. Nice, de toute façon, on est obligé de gagner, parce que sinon ça veut dire, je pense, de descente pour la fin de l'année, parce que Nice est une des équipes les plus faibles du groupe,
avec nous, et sachant qu'il n'y a qu'une descente dans notre poule, là, on a 6 équipes, et donc il faut qu'on gagne, ou faut gagner. Et pour cette victoire impérative à domicile, l'équipe pourra compter sur son atout majeur, Gleb Zakharov. Le joueur classé 372e mondial est en pleine préparation pour sa saison de simple, et comme chaque année, ce championnat est une étape impérative et incontournable. C'est mon club de cœur, c'est mon club de toujours, donc moi personnellement je vais tout donner pour essayer de le maintenir en élite. On se retrouve rarement entre amis comme ça à faire des championnats, donc il y a toujours de la bonne humeur et on se supporte sur chaque match et ça fait du bien. Première balle samedi à 10h au stade Pascal Laporte. Les ambitions de l'ADAPT sont l'insertion et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, jeunes, moins jeunes, enfants, et quelle que soit leur modalité, leur type de handicap. Donc voilà, c'est assez large, tout type de handicap et quel que soit le type d'âge des personnes que nous accompagnons. Alors souvent les personnes handicapées sont en reconversion, la moyenne d'âge c'est à peu près 40 ans, des personnes plutôt d'un niveau 5, c'est-à-dire BEP, CAP. Donc l'aide, elle va consister à ouvrir vers de nouveaux métiers, essayer de travailler sur de l'orientation, faire le deuil du handicap. Donc les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'avoir 6% l'équivalent de 6% de leur masse salariale de personnes en situation de handicap, soit en embauche directe, soit avec des prestations de sous-traitance avec des ESAT. On constate du mieux, c'est-à-dire que ça progresse, ça évolue de façon positive. Alors certainement pas au rythme où on souhaiterait, on est à peu près à 4,2% par rapport à l'obligation à 6%. On était il y a quelques années en dessous de 4%, donc il y a toujours du mieux. Après, l'obligation des 6%, nous ne l'avons pas encore atteint, donc ça veut dire qu'il y a encore vraiment une marge de progression assez importante. Et on a des entreprises qui sont à l'écoute des personnes en situation de handicap, qui n'ont pas peur du handicap, et puis d'autres qui craignent encore, qui ont une représentation du handicap souvent qui est fausse, avec des aspects où il faut aménager beaucoup le poste de travail. Or, ce n'est pas toujours vrai, c'est 10% maximum en fait d'aménagement de poste. On a une progression à peu près équivalente du nombre de demandeurs d'emploi ayant l'obligation de la reconnaissance du travail handicapé. Donc c'est à peu près à l'équivalent. Malheureusement, on a aussi une évolution plutôt négative du nombre de jours d'attente avant d'une reprise d'activité. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap ont une sorte de double peine, c'est-à-dire que le nombre de personnes étant en recherche est plus important d'une part, et d'autre part, la durée de recherche est plus longue aussi.